en français et en anglais et sera enregistré. Le ministre Guilbeault a également accepté de répondre à toutes les questions en français et en anglais. La période des questions ne sera pas enregistrée. For those who wish to ask the minister questions, please use the raise hand function. Pour ceux qui souhaitent poser des questions au ministre, veuillez utiliser la fonction lever la main. Senators for Climate Solutions are very pleased to welcome the Minister of the Environment and Climate Change, Minister Guilbeault. First elected in 2019, Minister Guilbeault previously served as Minister of Canadian Heritage from 2019 to 2021. Élu pour la première fois en 2019, Ministre Guilbeault a déjà servi comme ministre du Patrimoine canadien de 2019 à 2021. A founding member of Équiterre, a Quebec environmental organization, he was also a director and campaign manager for Greenpeace. Membre fondateur d'Équiterre, un organisme environnemental québécois, il a également été directeur de campagne de Greenpeace. Today, Minister Guilbeault will speak on the recently tabled 2030 emissions reduction plan published on March 29, 2022, climate aspects of the budget, and may even weigh in on the Baie du Nord decision. Aujourd'hui, le ministre Guilbeault va nous parler du plan de réduction des émissions pour 2030, publié le 29 mars 2022, aspect climatique du budget et peut-être aussi de la décision de la Baie du Nord. Thank you, merci, Monsieur le ministre, pour avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. We look forward to hearing what you have to say. Now, over to you, Minister Guilbeault. Thank you. Merci beaucoup. Bonjour, sénatrices et sénateurs. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de me joindre au groupe des sénateurs pour les solutions climatiques pour discuter du plan de réduction des émissions 2030, publié, comme vous l'avez dit, le 29 mars dernier. Merci pour votre travail et votre plaidoyer. Je vais commencer le discours en français, ensuite je poursuivrai en anglais. Good afternoon, Senators. I'm very happy to have the opportunity to join the Senators for Climate Solutions to discuss the 2030 emissions reduction plan released, as was just said, on March 29th. Thank you for your hard work and advocacy on this and as well as on the other files. I will begin my remarks in French, and following that, I will proceed in English. But before I begin my remarks, I would like to recognize that I'm joining you from Montreal on the traditional territory of the Mohawk and other Haudenosaunee people. Alors, avant de commencer, je tiens à souligner que je me joins à vous depuis Montréal sur le territoire traditionnel des Mohawks et des autres peuples Haudenosaunee. En tant que société, nous avons dépassé le besoin d'être convaincus que les changements climatiques sont réels. Les gens peuvent le voir de leurs propres yeux. Le village de Lytton, par exemple, a établi un nouveau record canadien de chaleur l'été dernier, une température de 49,6 degrés Celsius, soit près de 24 degrés de plus que la normale. Le lendemain, un incendie de forêt a détruit 90 de la ville, tuant 2 personnes et déplaçant plus d'1 millier. Ce feu de forêt était l'un des pires des 1500 en Colombie-Britannique dans la seule année dernière. Il s'agissait de la 3e pire saison des feux de forêt jamais enregistrés dans la province. Et en novembre dernier, la Colombie-Britannique a de nouveau été touchée, mais cette fois par des pluies intenses et des inondations qui ont coûté la vie à au moins 6 personnes et entraîné près de 15 000 évacuations. La tempête a également causé 7,5 milliards de dollars de dommages aux infrastructures. Ce fut probablement la tempête la plus coûteuse de l'histoire du Canada. Permettez-moi de faire une dernière remarque sur la réalité indiscutable du changement climatique. Chaque année, Environnement et Changement climatique Canada compile les 10 événements météorologiques les plus marquants. Nous le faisons depuis 26 ans. Eh bien, il n'y a jamais eu de tempête extrême comme celle que nous avons vue en 2021. La science a longtemps été claire sur la cause. C'est la pollution carbone. Comme les sénateurs le savent, les émissions de gaz à effet de serre réchauffent notre climat à un rythme rapide. Leurs effets sur le nord du Canada est particulièrement dur. Cette région se réchauffe 3 fois à la vitesse de la moyenne mondiale. Le statu quo n'est donc pas une option. Cette réalité a guidé les actions de notre gouvernement depuis 2016 lorsqu'il a élaboré et adopté le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques en partenariat avec les provinces et les territoires.
Les émissions du Canada allaient dans la mauvaise direction et ce plan national complet a commencé à corriger notre trajectoire. En 2019, le gouvernement fédéral a mis un prix sur la pollution par le carbone afin qu'il ne soit plus libre de polluer n'importe où au Canada. Et en 2020, nous avons encore renforcé les engagements climatiques du gouvernement. L'année dernière, nous avons inscrit dans la loi l'objectif de réduction des émissions du Canada pour 2030 par le biais de la loi canadienne sur la responsabilité en matière d'émissions net zéro, la législation qui encadre notre conversation d'aujourd'hui. L'objectif de notre gouvernement est de réduire les émissions de GES de notre pays de 40 à 45 sous les niveaux de 2005 et de le faire d'ici 2030. À plus long terme, le Canada vise à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, où plus aucune émission de gaz à effet de serre ne sera produite sans qu'elle soit annulée par différentes mesures. Le plan de réduction des émissions, déposé le 29 mars, est une feuille de route secteur par secteur qui aidera le Canada à atteindre ses objectifs. Le plan s'appuie sur le travail acharné que le gouvernement et la population de ce pays ont déjà accompli et trace une voie pour l'avenir. Par exemple, il permet aux Canadiens et aux Canadiennes de passer de plus en plus facilement aux véhicules électriques grâce à un financement supplémentaire de 400 millions de dollars pour les bornes de recharge et de 1,7 milliard de dollars pour prolonger le programme incitatif pour les véhicules à émissions net zéro. Pour réduire les émissions des véhicules moyens et lourds, notre gouvernement visera à ce que 35 des ventes totales de cette catégorie soient ce qu'on appelle des véhicules à zéro émission d'ici 2030. Le plan indique également la voie à suivre pour réduire les coûts énergétiques de nos maisons et de nos bâtiments grâce à l'élaboration de la stratégie des bâtiments durables du Canada, dotée d'un budget de 150 millions de dollars. Dans le cadre du plan de réduction des émissions 2030, le programme Canada subventionne les rénovations éco-énergétiques recevra un investissement supplémentaire de 458 millions de dollars. Notre gouvernement explorera davantage de possibilités pour notre avenir net zéro, des opportunités de construire des nouveaux logements selon des normes énergétiques proches de net zéro et des approches législatives pour soutenir un prix durable sur la pollution carbone. Dans le plan de réduction des émissions, notre gouvernement s'est également engagé à élaborer un plafond d'émissions pour le secteur pétrolier et gazier avec les partenaires et les intervenants guidés par une contribution projetée pour le secteur. Au total, le plan de réduction des émissions apporte 9,1 milliards de dollars supplémentaires en investissement. C'est ambitieux, c'est audacieux, mais c'est crédible. Un avenir sans émissions nettes, c'est notre destination. Pour y parvenir, le principal moteur économique de notre génération. D'un point de vue commercial, le défi climatique représente une opportunité incroyable. Le temps est venu de bâtir une économie plus propre, plus durable et plus inclusive. Le monde investira des milliards et des milliards de dollars dans l'économie propre au cours de la seule décennie à venir. Certaines des plus grandes sociétés d'investissement au monde, telles que BlackRock, HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs et Desjardins, transfèrent déjà leurs investissements vers des entreprises et des juridictions qui prennent au sérieux la lutte contre les changements climatiques. La concurrence est acharnée pour ces investissements. Les entreprises canadiennes peuvent rapidement passer en première ligne en prenant des mesures climatiques énergétiques dès maintenant. Il est impératif que notre pays agisse pour assurer un avenir prospère aux entreprises, aux travailleurs et aux collectivités du Canada. Nous sommes bien positionnés, nos secteurs industriels et énergétiques sont dynamiques et innovants. Et nous avons une abondance de potentiel d'énergie renouvelable, de richesses minérales et métalliques et de potentiel géologique de stockage de carbone et de ressources en biomasse. Dans une économie mondiale à faible émission de carbone, ces ressources seront très recherchées. Et notre capacité à réagir aux changements rapides, en améliorant et en recyclant les travailleurs, en augmentant la participation au marché du travail des groupes sous-représentés et en attirant des talents internationaux, continuera d'être un avantage concurrentiel pour le Canada. Notre gouvernement s'est engagé à rendre la transition abordable dans toutes les collectivités et toutes les régions du pays, alors que le Canada s'efforce de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Il élargira l'approvisionnement en électricité propre grâce à des investissements dans les énergies et les technologies propres et renouvelables et de nouvelles générations, garantissant l'accès à une énergie abordable, propre et fiable.
De nombreuses collectivités rurales éloignées dépendent du mazout. C'est pourquoi notre gouvernement investit 300 millions de dollars sur 5 ans pour veiller à ce que les collectivités rurales éloignées et les communautés autochtones qui dépendent actuellement du diesel ou du mazout aient la possibilité d'être alimentées par une énergie propre d'ici 2030. À l'avenir, notre gouvernement continuera de collaborer avec les intervenants afin de s'assurer que cette transition soit abordable et équitable d'un océan à l'autre du Canada. Les possibilités d'énergie propre et à faible émission de carbone s'étendront à l'ensemble du pays. Beaucoup sont situés dans le centre du Canada et dans les régions qui seront les plus touchées par la transition pétrolière et gazière. L'Alberta possède l'un des meilleurs potentiels solaires et éoliens et un important potentiel de stockage géologique pour la capture et le stockage du carbone. Il attire déjà des investissements importants et croissants dans les énergies renouvelables, l'hydrogène ainsi que l'énergie géothermique. La Saskatchewan a des opportunités et un potentiel similaire de croissance dans différents domaines, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des nouvelles technologies dans le domaine agricole. Terre-Neuve et Labrador possèdent un important potentiel éolien en mer, une production hydroélectrique des minéraux et des métaux et ajoute de nouveaux biocarburants au raffinage. Notre gouvernement continuera donc de soutenir la main-d'œuvre du pays alors qu'elle se prépare à une économie net zéro. Il identifiera les compétences qui sont en demande aujourd'hui à l'avenir, introduira de nouvelles approches de développement des compétences et offrira de nouvelles possibilités aux travailleurs canadiens. D'ici 2025, la contribution des technologies propres au PIB du Canada devrait atteindre 80 milliards de dollars. Et cette année, l'activité mondiale des technologies propres devrait dépasser 2 500 milliards de dollars. Qu'il s'agisse d'emplois pour la classe moyenne, de bons investissements de qualité de vie, il est reconnu qu'un avenir propre est le seul avenir et qu'une économie propre présente de grandes opportunités pour ceux et celles qui sont prêts à en prendre les rênes.